Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live de la chaîne Python Code and Craft où aujourd'hui nous allons parler de mettre en place le modèle response dans FastAPI. La chaîne, c'est Python Code and Craft. Nous allons voir une vidéo par semaine où on aborde des sujets autour de FastAPI, des sujets qui peuvent être assez simples, d'autres un peu plus profonds. Tout dépend de votre niveau. Venez la consommer. Si vous êtes développeur avec un niveau intermédiaire et que vous avez envie de passer un cap pour devenir senior, vous êtes sur la bonne chaîne. Vous avez peut-être également envie de comprendre comment est-ce que dans des projets Python, on peut respecter les principes solides. C'est également ici qu'on va voir tout ça. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à liker les vidéos qui vous ont plu, abonnez-vous pour également recevoir les dernières notifications des vidéos que je vais publier. Sans plus attendre, on démarre directement sur le live. Donc pour rappel, on récupère toujours notre projet Legacy qui va aller être refactoré au fur et à mesure des lives et aujourd'hui on va améliorer la partie response. C'est-à-dire que on retourne dans notre partie contrôleur, donc on a vu la semaine dernière qu'il était rangé dans la partie API V1. Ici, j'ai un routeur qui me permet d'exposer la récupération d'un produit selon son ID. Et nous, c'est cette partie-là qu'on appelle le contrôleur également dans le découpage 3 couches que l'on va aller modifier. Donc déjà, je vais commencer par enlever cette partie qui était un démonstrateur de qu'est-ce que fait le deprecated sur une route. On n'en a plus besoin ici. Donc pour pouvoir aller maintenant mettre en place le modèle response, on va tout d'abord commencer par installer un nouvel outil qui s'appelle PyDentic. Donc pour ça, moi je l'installe dans mon espace de virtualisation qui est pipenv et on va aller installer PyDentic. Donc là, il va aller l'installer, résoudre les dépendances et il va aller me le mettre dans ce fameux fichier pipefile et me générer le lock qui est un fichier contenant la version figée des dépendances de notre projet. Pourquoi est-ce qu'on va aller utiliser PyDentic? Parce que c'est natif dans FastAPI de pouvoir aller connecter ce modèle PyDentic qui est un équivalent d'une data class pour pouvoir aller faire construire un objet métier, mais également faire de la vérification sur le contenu. Donc pour ça, on va aller commencer par créer dans notre partie API V1 un dossier que je vais appeler response, puisque dans ce dossier, on va retrouver les différents objets pas identiques qui vont être retournés de nos contrôleurs. Donc c'est pour ça qu'on va aller le ranger dans la partie response, puisque à ce niveau-là, on va vouloir retourner depuis le contrôleur des nouveaux objets et puis un JSON response. C'est concrètement cette partie-là qu'on va vouloir aller mettre à jour. Donc maintenant qu'on a créé notre dossier response, on va aller créer notre nouvel objet que moi je vais appeler product response.py. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller créer tout d'abord notre classe que je vais appeler product response, qui elle est en base model. Donc, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur comment fonctionne un objet pas identique, je vous invite à aller voir sur leur site qui va expliquer en détail à quoi ça sert. Moi, je vais aller importer base model, donc qui vient depuis le module PyDentic que je viens à l'instant d'installer. Et je vais aller lui définir une structure. Donc, comme je disais, c'est un modèle PyDentic comme une data class, sauf qu'il y a de la vérification en plus. Donc, ça s'initialise de la même manière. Je vais aller reprendre dans la partie domaine mon objet product. On voyait qu'il avait ces deux informations. Et ben, je vais reprendre exactement ces deux informations dans un premier temps. Voilà, donc là j'ai créé mon objet product response, c'est-à-dire c'est ce qui va être retourné par la partie contrôleur. Si je retourne dans ma route, donc la partie contrôleur, maintenant ce que je vais vouloir, c'est le connecter à ce modèle response. Pour ça, on a un attribut qui est ici, qui s'appelle le response model, et ce response model va être lié à mon product
response. Et le product response, on va aller l'importer. Il ne le trouve pas, c'est pas grave, on va aller l'importer à la main. Alors s'il faut peut-être que je sauvegarde mon fichier. Des fois VS Code y arrive, non. Donc où est-ce qu'on l'a rangé? Eh ben on l'a rangé dans API.response product response. Ok. Donc là en fait on va aller indiquer à notre route qu'on veut ce genre d'information. Donc du coup, si on donne cette information, ça veut dire qu'on va avoir besoin de retourner quelque chose d'autre. Ça, on le commente. Et on va se dire qu'on va vouloir potentiellement retourner une information de type product response. Comme on l'a vu juste avant, notre product response, il est strictement identique à notre modèle product. Et le modèle product, c'est ce qui est retourné depuis, tout au moins c'est ce qu'on souhaite retourner depuis ce service. Donc si on va aller dans le get by ID, on va vérifier ça. Le get by ID, il est ici. Et là, on se rend compte qu'en fait, on retournait un entier qui est ici. Moi, je ne veux plus ça, puisque vu que je veux retourner mon objet entier, product, je vais tout simplement aller retourner ce produit en entier. Et donc, je vais lui dire que c'est un product. Et le product, hop, on va aller l'importer depuis la partie domaine qui est ici. Et là, on est bon. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ici, on a bien un objet product qui nous est retourné. Et donc, cet objet product, qu'est-ce qu'on aurait envie d'en faire? Eh bien, de le retourner. Là, si je fais return stock product, qui est de type product, puisqu'on vient de modifier la signature de la méthode, eh ben, on va retourner un objet qui est le reflet de ce que product response possède. OK. Et ben, ce qu'on va faire, je vous propose qu'on aille démarrer le serveur. Pour ça, je vais dans le README, récupérer la commande de démarrage en mode dev du serveur FastAPI. Donc là, on a des dépendances qui ne vont pas. Il n'arrive pas à trouver le API V1. C'est normal. J'ai oublié de rajouter SRC. Donc là, je relance. Et là, c'est bon. Tout est bon. Donc là, du coup, si je vais sur la partie documentation, donc la partie Swagger, on va aller arriver sur l'onPoint qui est ici. Et donc, pour rappel, si on a envie de récupérer un produit qui existe, c'est le 1, on valide, et la response est ici. Donc, on voit qu'on a bien l'information sur le stock et le prix que l'on souhaitait. Pour vérifier que c'est bon, si toutefois ça, je le commente et que je remets ce qu'il y avait avant, si je refais un exécute, donc là, on a une erreur parce qu'en fait, il nous dit qu'il veut retourner un objet JSON et dans le modèle response, on a cette information. Donc là, il y a une incohérence entre ce que retourne mon contrôleur et ce qu'on a initialisé pour cette route. Donc là, ça vérifie que ce que j'ai commenté ici et ce que j'ai rajouté là fonctionne correctement. Donc là, vous allez me dire, c'est bien beau, mais en fait, tu as créé deux objets, à quoi ça sert? Eh bien, si toutefois, on modifie notre repository, c'est-à-dire que là, actuellement, on retournait le stock et le prix. Si on a envie de retourner en plus le nom, cette information, on la récupère de la base de données et on voudrait la populer dans le produit. Donc pour ça, il va falloir également modifier le produit où on va aller rajouter le name. De cette manière. D'accord? Donc là, ça veut dire que notre repository nous retourne un objet product qui est un objet domaine avec trois champs, name, stock et prix. Dans la partie service, on le récupère et on le retourne. OK? Donc si on est maintenant sur la partie contrôleur, donc qui était ici, on le récupère depuis le service, donc on le retourne directement. On s'attend à avoir les trois infos. Donc si j'exécute à nouveau ça, on se rend compte qu'on n'a que le stock et le prix. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal, ça l'est. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon contrôleur, encore une fois, je lui ai dit que le modèle response, c'était cet objet-là.
Si on retourne dans cet objet, on voit bien qu'il n'y a que le stock et le prix, et pas le name. Si toutefois je veux rajouter le name, je peux, je valide. Donc là, j'ai l'auto-reloading que vous venez de voir s'afficher. Et si je réexécute, et ben là, on se rend compte qu'on a bien le name qui est affiché. Et là, vous avez vu, j'ai uniquement défini dans mon contrôleur ce que j'attends en retour. Donc là, c'est hyper intéressant d'avoir ce filtre-là, puisque ça va permettre éventuellement dans les autres routes que vous allez configurer sur votre produit pour la suppression, pour éventuellement récupérer une liste selon des critères, et ben de modifier la response en fonction de ces différentes routes. Donc là, ça c'est ce que je voulais vous parler sur la partie modification du contrôleur. Si on retourne sur la partie Swagger, en fait, vu qu'on a précisé que cette route-là retournait des product response, si on va tout en bas, on voit que dans les schémas, on a notre product response qui est rajouté. Quand on l'ouvre, on voit bien les infos. Alors là, il faut que je remette à jour ma page. On va voir le name qui s'est rajouté, vous voyez, hop. Donc là, on a bien les 3 informations qui sont en plus, qui vont aller indiquer que c'est un objet qui sera retourné par cette route. Donc là, en plus, côté Swagger, le fait d'aller le modifier ici va nous permettre de donner une information à Swagger pour pouvoir être plus pertinent. Alors là, si on essaye de comparer par rapport à ce qu'il y avait exactement ici, on se rend compte que c'est un peu différent puisque notre retour, on a directement un dictionnaire et pas data un dictionnaire, comme c'était ici. Par des soucis de simplicité, je vais laisser comme c'est actuellement. Si on avait voulu faire data, comment est-ce qu'on aurait fait? Et bien dans notre product, ici, on aurait créé plutôt un champ data, qui aurait été peut-être un product data. Et ce product data, qu'est-ce qu'il aurait été? Ça aurait été ces informations-là. Et là, on aurait reproduit exactement l'information que l'on a actuellement. Moi, ce n'est pas quelque chose que je veux faire pour l'instant, parce que dans le cadre de cette démo, ça alourdit un peu la syntaxe. Donc, je vais partir du principe que je vais aller retourner directement mes informations sans l'attribut data. L'attribut data, en quoi il est intéressant, comme je le retournais ici, lorsqu'on a notamment la récupération de plusieurs objets, on a parfois la mise en place d'une pagination, notamment pour le front, où on pourrait rajouter des attributs dans le dictionnaire en retour, limite, la page où est-ce qu'on en est, etc., pour que le front puisse savoir quel composant UI activer, notamment sur les fameux numéros qu'il y a en bas des tableaux paginés. Là, on est sur un get tout simple, donc je vous propose qu'on fasse ce raccourci-là. Ça, hop, je vous l'enlève puisqu'on n'en a plus besoin. Un dernier point, peut-être que l'on peut voir ensemble, c'est le service qui est ici. Donc on a dit qu'il retournait un product qui est ici. Le product, c'est quoi? On se rend compte c'est un domaine. Si on va dedans, on se rend compte c'est une data class. Donc là, c'est une data class, un objet qui transite de la couche repo vers le service, du service vers le contrôleur. Et on se rend compte que, ben, ici, c'est pas un objet data class, le product response, rappelez-vous. Il est en base model, donc ça veut dire que c'est un objet pas identique. Et bien là, c'est toute la magie. C'est qu'en fait, pas identique fait automatiquement le mapping entre une structure data class et votre objet pas identique. Je n'ai pas eu besoin de modifier mon objet data class pour que ce soit un objet pas identique. Et ça, c'est hyper intéressant puisque ça ne nous oblige pas à bouger nos objets métiers. Si on avait envie de mettre un objet pas identique, bien entendu, on pourrait. Ça nous permettrait d'avoir de la validation sur les différents champs, de vérifier s'ils sont optionnels, de vérifier la dépendance entre les uns par rapport aux autres, faire des unions discriminants. Bref, pour l'instant, on va rester simple. Donc, je vous propose qu'on reste comme ça. Qu'est-ce qu'on a mis en place ici? Eh ben, en fait, c'est tout simplement le principe de la séparation des concepts, donc le S de solide, puisqu'on allait déterminer que notre route retourne une information. Et cette information, eh ben, on veut que les données de notre objet métier ne dépendent pas de l'objet métier lui-même, mais vraiment de la route qui est spécifique à cet appel-là. Donc ça, c'est un concept que je trouve plutôt intéressant.
On aurait également eu la possibilité de se dire qu'on ne mappe pas cet objet response et qu'on le fasse directement au niveau du return. Ce que j'aime bien dans cette syntaxe, c'est d'une, c'est automatiquement intégré au Swagger, on l'a vu, ça nous permet d'avoir des informations pour des personnes qui voudraient attaquer notre API, eh ben, ils ont toutes les informations qu'il faut. Et également, ça allège grandement le contrôleur. C'est encore une fois un exemple pédagogique très simple, mais en 2 lignes de code, on arrive à faire quand même des choses assez intéressantes. Et voilà, ben, le live est terminé. On a parlé de mettre en place un modèle response dans FastAPI. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo. Envoyez-moi un message. Je serai ravi de pouvoir vous répondre ou d'apporter un complément d'information sur tout ce que je viens de raconter. Si vous avez envie, allez voir les commentaires de cette vidéo. Vous verrez que je vous offre un e-book sur la mise en place des concepts solides dans des projets Python. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre les dernières vidéos. Et en attendant, amusez-vous bien et à bientôt.